L'ikigai, I, c'est un terme japonais, I-K-I-G-A-I. Donc vous pouvez commencer vos recherches. Je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Commencez vos recherches, vous essayez d'extraire 3 messages clés. Quand vous sélectionnez les 3 messages clés, vous essayez pour chaque message de construire une argumentation. Ok? Bonsoir tout le monde, je m'appelle Tabara Keita, j'ai 11 ans. Dans l'avenir, j'aimerais devenir femme d'affaires, ingénieure dans la robotique et créer ma propre marque d'affaires. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'ikigai. L'ikigai est un terme japonais qui consiste à donner un sens à sa vie, qui est en quelque sorte une philosophie de vie qui ne se limite pas seulement au travail. Cela englobe tout ce qui nous permet de constituer notre groupe humain, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Quand je serai grande, j'aimerais devenir pharmacienne. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de l'ikigai qui se traduit en français comme la raison de vie. L'ikigai se situe entre 4 chemins. Le talent, ce dont je suis doué, le besoin, ce dont j'ai besoin, le plaisir, ce que j'aime, et les revenus, ce dont je suis payé. Bonsoir tout le monde, je me nomme Ruth Solange Diara. J'ai 15 ans et demi. À la rentrée prochaine, je ferai la 11e science. J'ai un état d'esprit d'entrepreneur, donc je compte créer ma propre entreprise. Ça me permettra aussi de créer de l'emploi. L'ikigai, c'est l'équivalent japonais de la joie de vivre ou de la raison de vivre. Les 4 mots qui renferment l'ikigai: la motivation, les valeurs, la vocation, ainsi que le plaisir. Je m'appelle Fanta Berté, j'ai 15 ans. L'année prochaine, à la rentrée, je compte faire le bac, sciences exactes. Lorsque je serai grande, je compte exercer le métier d'informaticienne. Le mot ikigai est un mot japonais qui permet de faire la relation entre le désir d'aimer quelque chose, de vouloir le faire peut-être chaque jour, sur une longue période. Maintenant, et la raison d'être qui correspond au niveau des parcours qu'un individu veut exercer dans sa vie. Moi, j'ai une façon de présenter un peu particulière. Ça, ce sont des aliments pour volailles. C'est la nourriture qu'on donne aux poulets. Donc, au Mali, on nourrit les poulets pour les œufs. Les poules pondeuses, elles nous font des œufs et on les consomme. Et on nourrit des poulets qu'on appelle les poulets de chair, qui eux, ensuite, on abat pour faire la chair. Et c'est ça qu'on retrouve dans nos assiettes. Donc, il y a 2 catégories. Il y a le poulet de chair et il y a les poules pondeuses. Donc, c'est les masculins et les féminins. Et c'est à partir de là que j'ai eu envie de me lancer dans ce projet-là. Donc, pour me présenter, je m'appelle Sidi Kisso. Je suis né au Mali. J'ai grandi ici, j'étais au lycée. Et après le lycée, je me suis inscrit à l'université. Donc, j'ai choisi de faire ingénieur agro-industriel. J'ai participé à des concours de business pour étudiants. Donc, dans notre université, il y avait chaque année un concours pour les étudiants de plan d'affaires. Donc, on formait des équipes avec différents profils et on montait des business plans à partir d'idées qu'on avait créées. Et donc, il y avait un centre d'entrepreneuriat qui nous aidait à monter nos projets. Il nous disait comment structurer vos idées, un peu comme ceux dont vous parliez tout à l'heure, la mission, la vocation, etc. La sécurité alimentaire au Mali, c'est un sujet qui est très important. On importe de l'étranger des œufs qui sont produits dans d'autres pays. On importe du poulet de chair aussi qui est élevé dans d'autres pays, qu'on met ensuite dans des cartons, dans des camions frigorifiques pour venir au Mali. Et tout ça, c'est de la valeur ajoutée qu'on perd au Mali parce qu'on importe des produits qui sont produits ailleurs. Nous, les consommateurs, on veut acheter du poulet, on veut acheter des œufs. Donc, lorsque derrière, il y a des usines qui produisent de l'aliment qui permettent de nourrir des animaux et qu'ensuite ces animaux permettent de venir dans nos assiettes, on contribue comme ça à la sécurité alimentaire et on diminue notre dépendance aux importations et à la production d'autres pays. Donc c'est un peu ça les avantages de la mission de cette entreprise-là. En 2016,
2 ans plus tard, ma dernière année d'études, j'ai monté mon projet, j'ai participé à des concours et j'ai remporté en fait le premier prix dans tous les concours auxquels je participais. Et ce que moi je faisais, c'était une innovation. L'idée, c'était de faire de l'élevage d'insectes et de broyer les insectes pour faire de la farine d'insectes. Parce que la farine d'insectes est très très riche en protéines. Donc c'était ça mon innovation dans le projet là. C'est ce qui a beaucoup plu d'ailleurs à tous les membres de jury, etc. des concours auxquels j'avais participé. La farine d'insectes là, c'est juste pour les animaux ou pour les hommes aussi mangent ça? Nous on fait que l'alimentation des animaux et on fait que la volaille et le poisson d'ailleurs. C'est juste les monogastriques, les animaux qui ont un estomac. Parce qu'il y a eu les problèmes de vaches folles en Europe où ils avaient nourri des vaches avec des produits animaux. Les abattoirs pour animaux, les déchets d'abattoirs, généralement c'est les os, le sang. Et ce que les industriels dans ce domaine faisaient, c'est qu'ils faisaient sécher le sang des animaux pour broyer ça, faire de la farine de sang. Ils prenaient les os des animaux dans les abattoirs et ils faisaient broyer les os pour faire la farine d'eau. La farine d'os et la farine de sang, c'est des produits qui sont très riches en protéines aussi. Donc, dans l'industrie, les gens ont utilisé ces produits-là pour fabriquer de l'alimentation pour les vaches. Ils ont donné aux vaches et ça a créé la vache folle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vache folle. Ouais. C'est des vaches qui sont devenues folles, quoi. Parce qu'elles consommaient des produits animaliers. C'est-à-dire, c'est comme si on nourrissait des vaches avec des résidus de vaches. Donc, elles sont devenues folles. Ça a créé des grands problèmes dans l'industrie. Donc, ils ont interdit l'utilisation de tout ce qui est produit animal dans l'alimentation des animaux. Est-ce que vos produits sont exportés plutôt? Non, on n'exporte pas d'abord. Non, pour le moment, le marché malien, comme je le disais, même a des problèmes pour se ravitailler correctement dans ces produits-là. La demande est assez forte. Donc, et tous les jours, il y a des nouveaux éleveurs. Du coup, pour le moment, on n'a même pas encore réussi à couvrir bien le marché malien, quoi. Le marché Bamako, même, on n'est même pas sorti de Bamako d'abord. Pourquoi tu as choisi ce métier? En fait, pour répondre plus en détail, parce que j'avais un peu parlé du comment en fait. En fait, je me suis retrouvé dans un stage ici. Et dans le stage, j'ai dû monter un projet. Donc quand j'ai vu que c'était intéressant, c'était rentable, là je me suis dit que j'allais monter un projet dans ce domaine-là. Donc c'est pendant mon stage d'études que c'est arrivé. J'ai dû monter un projet pour transformer du blé que l'usine avait. Et c'est là que moi-même j'ai fait les formulations avec les nutritionnistes et tout. Et on a regardé le côté technique, transformation, les coûts et tout. Donc on a calculé que c'était quelque chose qui pouvait rapporter de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça que moi, ça m'a intéressé. Mais j'étais déjà en train de faire des études dans ce domaine-là. Après, j'aurais pu aller travailler dans une entreprise dans ce domaine-là. Mais lorsque moi, j'ai eu à monter un projet lors de mon stage d'études et que j'ai vu que c'était rentable, que c'était intéressant, c'est là que je me suis dit, bon, je vais essayer de venir faire ça moi-même au Mali. En dehors de la rentabilité, qu'est-ce qui te passionne à travers ce projet? Bon, moi, si j'ai choisi d'aller faire des études de l'environnement, c'est parce qu'à l'époque, c'était un sujet. À l'époque, je pense que tout le monde parlait de l'environnement et disait que la façon dont nous, les habitants de la planète, là, on produit notre nourriture, la façon dont on consomme, au niveau même méthode de transport, les voitures, etc., toute notre façon de faire, elle n'est pas bonne. L'industrialisation du monde, ça nous a amené à la pollution. On a pollué les mers. Il y a 90% des espèces marines qui ont disparu à cause de la pêche intensive. On a près de 30 à 40% des terres qu'on pouvait utiliser pour l'agriculture qui aujourd'hui ne sont plus fonctionnelles parce qu'on a trop utilisé la terre. La terre n'arrive plus à produire. On a le réchauffement climatique. D'ailleurs, je pense que je dois être l'un des seuls ingénieurs agronomes de notre génération. Nous, mais est-ce que quelqu'un d'autre a fait ça dans notre génération? Il n'y en a pas beaucoup. C'est des métiers, généralement, on ne communique pas beaucoup. Les gens n'ont pas beaucoup d'informations sur ça au Mali. Donc, c'est vrai que c'est assez rare. Alors que le Mali, c'est un pays agro-silvio-pastoral. On fait l'agriculture, on fait la sylviculture, c'est-à-dire tout ce qui est les cueillettes.
Le karité, c'est la cueillette. Les mangues, c'est la cueillette. Tous les fruits, les oranges, tout ça, c'est la cueillette, c'est la sylviculture. Et on a fait le pastoralisme aussi. C'est-à-dire, on fait l'élevage des vaches, l'élevage des moutons, etc. Le Mali, c'était le plus gros cheptel d'Afrique de l'Ouest en termes de vaches. On avait les plus gros troupeaux de vaches en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, là, ils vont dans le domaine de l'entrepreneuriat avec des mauvaises intentions. C'est-à-dire, ils cherchent l'argent. Donc, par exemple, ils vont aller contracter des prêts dans des banques et ils ne vont pas rembourser. Ils vont monter des faux papiers pour lever des financements, ce genre de choses. Ça, c'est pas ça, en fait. C'est pas s'enrichir réellement. Il faut pouvoir savoir, tu contribues comment dans le bien-être de ta société d'abord. C'est pour ça que les entreprises, on les appelle des sociétés. Parce que c'est des groupements de personnes. Chaque entreprise, c'est des gens qui travaillent et qui contribuent positivement au bien-être de la société générale, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit payer normalement des redevances à la société à travers les taxes et ce genre de choses. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... il faut être consciencieux, il faut être organisé, il faut avoir des principes et il faut être très engagé parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc pour aller réussir dans ce domaine-là, il faut être quelqu'un de très engagé et aller au bout des choses, quoi. Quand tu commences quelque chose, tu finis. Un dernier point, selon elle disait qu'elle voulait faire de l'entrepreneuriat parce qu'elle voulait être libre. Donc elle pense qu'en fait, être entrepreneur, c'est être libre. Mais je lui ai dit non, en fait, t'es pas aussi libre que ça. Non, pas. C'est des responsabilités. J'aimerais bien que tu lui dises quelques mots par rapport à ça. Quand tu travailles dans une entreprise, là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas négocier une rémunération pour le travail que tu vas faire. Par exemple, la rémunération, c'est on va te payer un salaire à la fin du mois. Et tu as des avantages aussi, généralement. L'entreprise, par exemple, va payer pour ta cotisation à la retraite et ton assurance maladie et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est les bénéfices pour les salariés, par exemple. L'avantage de travailler dans une entreprise, c'est qu'une entreprise qui est stable, généralement, les salaires, tu vas les percevoir à la fin du mois. Donc tu vas faire ton travail, tu as une certaine stabilité dans ta vie. Quand tu travailles dans une entreprise qui est stable, l'entreprise qui ne va pas tomber du jour au lendemain, mais tu n'as pas la responsabilité, par exemple, de la faillite de l'entreprise. Quand tu es entrepreneur, là, souvent, on a cette idée que les entrepreneurs, par exemple, les boss, là, qu'ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, etc. C'est pas vrai, hein. Parce que ce qui se passe, c'est que tu es tellement responsable de tout ce qui se passe dans la boîte que si tu ne te réveilles pas, en fait, l'activité peut être bloquée. Quand l'activité est bloquée, c'est tes revenus qui sont bloqués. Comment tu payes tes employés derrière si tu ne vends pas ou bien si tu n'arrives pas à performer correctement? Donc toi, tu as la responsabilité de tous les gens qui travaillent, tu as la responsabilité de toute la boîte. Donc si toi, tu n'es pas à l'heure, si toi, tu n'es pas prêt, si toi, tu n'es pas performant, c'est toute l'entreprise qui va tomber. Donc, autant quand ça va marcher, c'est toi qui vas ramasser une grande partie de la reconnaissance. Parce que quand tu réussis dans les affaires, après, tu as une certaine reconnaissance dans la société. Les gens disent que tu es quelqu'un qui a réussi. Donc, tu vas bénéficier de ça. Mais en même temps, si tu tombes aussi, cette même société va dire que tu es tombé.